Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous présidez maintenant depuis plusieurs années aux destinées énergétiques de l'Algérie. Et aujourd'hui, vous êtes président de l'OPEP depuis maintenant 3 mois. Alors, avant d'arriver peut-être plus en détail à la politique énergétique, à tout seigneur, tout honneur, le prix du baril, un prix qui effraie l'ensemble du monde occidental, qui tétanise les sociétés de consommation, puisque aujourd'hui il est à 100 $. D'aucuns prédisent fin janvier 120 $. On a même lu ici et là, vu la poussée de l'Inde et de la Chine, du point de vue de la consommation, on dit que le prix en fait normal, entre guillemets, du baril serait de 300 $. Alors, vous présidez maintenant depuis 3 mois aux destinées de l'OPEP. Ce baril, est-ce qu'il va continuer à monter comme ça? Bon, je pense que c'est une évolution qui est valable aussi pour d'autres commodités. Hein. C'est valable pour le blé, valable pour le lait, valable pour le fer, etc. Donc tous les commodités ont augmenté d'une manière extraordinaire durant ces dernières années. Bien sûr, en particulier le pétrole. Maintenant, le pétrole est un peu influencé par beaucoup de facteurs. Certains d'entre eux n'ont rien à voir avec l'offre et la demande. Donc, tout ce que l'OPEP peut faire, c'est ajouter de la production ou réduire la production. D'ailleurs, vous avez déclaré récemment qu'il n'était pas question que l'OPEP augmente sa production. Oui, en effet. Donc, le problème n'est pas vraiment d'offre et de demande. Il y a suffisamment de pétrole sur le marché. Si on devait augmenter la production, on ne trouverait pas d'acheteurs. Donc, il y a suffisamment de stock. Les prévisions, bien sûr, on pourrait avoir des situations momentanées, conjoncturelles, qui font que la production peut être coupée par des événements qui sont liés, par exemple, à la météo, ou bien à des événements, disons, politiques ou autres, qui font qu'il y a une très grande volatilité du prix du Brent. Mais quand on dit que le prix du baril, ici et là, normalement, devrait être de 300 $, c'est votre... Non, moi, je ne pense pas que le prix du baril va dépasser les 100 $. Je pense qu'il va rester à ce niveau-là, peut-être même baisser durant le deuxième trimestre, disons, de l'année prochaine, parce que, bon... le marché a déjà intégré les autres facteurs, la spéculation, les événements géopolitiques, la possibilité d'un hiver rigoureux qui a été pris en charge du fait que le marché du futur a déjà intégré ces éléments. Bon. D'ailleurs, vous pêchez dans l'excès de pessimisme ou d'optimisme, ça dépend de quel côté de la balance on se situe, puisque la loi de finances 2008 prévoit, la loi de finances algérienne de 2008 prévoit un baril autour de 20 $, 21 $. Non, 19 $. Donc, voilà. Nous avons toujours compté sur... C'est pas du pessimisme, ça? Non, non, c'est pas du pessimisme, parce qu'il ne faut pas voir seulement les 19 $, il faut voir un peu tout le budget. Donc, le différentiel entre 19 $ et le prix réel du baril est donc stocké en quelque sorte dans un fonds de compensation qui est, lui, utilisé pour les investissements. Quand on dit que l'Algérie va investir 140 milliards de dollars durant 5 années, d'où va venir ces revenus? Ce budget-là, il ne vient pas des 19 $, il vient d'un baril à au moins 55 à 60 $. Donc, c'est une façon de dire, bon, nous comptons sur 19 $. Si le prix du baril tombe, à ce moment-là, on est sûr que nous allons réaliser nos programmes. Qu'on ne tombe pas un peu dans les problèmes de l'aéroport qui n'était pas terminé, du métro qui avait démarré qui n'était pas terminé, etc. Donc, tout ce que nous allons faire, nous avons les ressources pour les faire. Et c'est pour cette raison que nous comptons sur un baril à 19 $. Alors, vous êtes toujours dans le cadre du baril et de l'OPEP, vous avez accompagné le président Bouteflika au sommet de Riyad. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises à ce moment-là? Oh, bien sûr, il y a les décisions qui ont été prises. Par rapport au marché, je veux dire. Non, 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 le sommet de l'OPEP ne traite pas de la situation conjoncturelle du marché. Le sommet de l'OPEP, c'est la réunion des chefs d'État souverains des pays membres qui est beaucoup plus intéressée par la vision à long terme, par la stratégie de l'OPEP, par ce qu'il faut faire dans les 10 prochaines années, donc, ou bien au moins jusqu'à la prochaine réunion de l'OPEP à Tripoli, donc en Libye, en 2012. Et donc, elle a beaucoup plus discuté de la vision à long terme.
a beaucoup plus discuté des trois thèmes importants, la stabilité du marché, l'énergie et le développement durable, et l'énergie et l'environnement, qui sont donc des thèmes très très importants pour l'OPEP et qui conditionnent un peu l'évolution de la demande à long terme. Alors, Monsieur le Ministre, on revient un peu à l'Algérie. Aujourd'hui, 98% des entrées en devises viennent du pétrole, du gaz, enfin du ministère de l'Énergie. Ouais. Vous avez mis en place depuis plusieurs années un plan ambitieux de restructuration à la fois de Sonatrach, Sonelgaz et différentes filières, et en même temps en place une politique de diversification du secteur, un développement de l'industrie. Vous comptez, d'ici quelques années, faire en sorte que 50% du chiffre d'affaires soit fait par l'extérieur, et en même temps, vous vous êtes diversifié dans le secteur, en particulier avec la mise en place d'une industrie privée, développement du photovoltaïque, dessalement de l'eau de mer. Vous prévoyez 12 stations qui sont d'ici un an, un an et demi. Pour vous, c'est réalisable, cette politique en fait, de développement, je dirais, hors hydrocarbures? Oui, bon, déjà dans le dessalement, nous sommes en train de réaliser. Donc nous terminons des stations. La station de Hamma à Alger se termine ce mois-ci. Donc nous allons démarrer la production de 200 000 m3 par jour en janvier. Donc toutes les stations que nous avons démarrées se terminent dans les 24 mois. C'est dû au fait que nous avons utilisé un processus BOO, c'est-à-dire Build, Own, Operate, c'est-à-dire un processus où nous engageons le partenaire à terminer dans les délais et dans le budget, puisqu'il est basé sur un contrat à long terme d'achat et de vente d'eau. Donc tous ces projets-là vont se terminer au plus tard en 2010 avec la production de 2 300 000 m3 par jour. C'est pratiquement, je dirais, 2 300 millions de litres, ce qui veut dire que si chaque citoyen consommait 100 litres, ça veut dire qu'on satisfait les besoins de 23 millions de citoyens avec seulement le dessalement d'eau de mer. Donc ceci est en très bonne voie. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'unité de Mokhtar, donc d'Oran, qui fait 500 000 m3 par jour et qui va être donc lancée en termes d'appel d'offres commercial le mois prochain. Donc c'est tout ce qui reste pratiquement du programme. Tout le reste est en construction ou bien en voie de l'être, puisque tous les projets ont eu leur clôture financière faite, etc. Donc il s'agit maintenant de lancer les projets. En ce qui concerne le projet pétrochimique, les projets pétrochimiques, comme vous le savez, nous avons déjà signé plusieurs projets. Plusieurs projets sont en cours. Il y a 3 projets d'engrais, d'ammoniac, donc qui sont déjà signés, pour lesquels les travaux ont commencé. Il y a 2 unités pétrochimiques qui ont été signées, l'une avec Total, l'autre avec le groupe Almert. Donc c'est des projets très très importants. Donc, le projet avec Total, c'est le projet de Vapo-Craquage qui fait au moins 3 milliards de dollars d'investissement, dans lequel, donc, qui sera situé à Arzeux. Et il y a d'autres projets pétrochimiques que nous allons signer dans les prochains mois. Donc, à part cela, nous avons aussi diversifié vers les mines. Vous savez, le secteur des mines, c'est le secteur, lui, qui a pris le plus de... Vous avez créé une filiale avec l'Australie qui s'appelle Enor. Oui, bon, mais c'est surtout la loi des mines qui a généré donc un engouement très, très, très important pour l'investissement en Algérie, dans les gisements de fer, dans les gisements d'or, les gisements de phosphate, etc. Donc nous avons lancé un appel d'offres en janvier dernier pour 18 gisements. Nous allons lancer un autre appel d'offres le 2 décembre, parce que le 2 décembre se tient la première conférence internationale sur les ressources minérales en Algérie, ici à l'hôtel Hilton. Et donc nous allons donc, mettre sur la carte l'Algérie en termes d'importants partenaires dans les ressources minérales, avec bien sûr le développement de Garadjibilet, qui est un gisement qui a été découvert il y a plus de 40 ans et qui n'a pas encore été développé, et donc nous prévoyons de développer toutes ces ressources minières parce qu'elles créent beaucoup d'emplois, parce qu'elles ont un impact local et parce qu'elles génèrent d'autres revenus en dehors des hydrocarbures. Alors, il y a aussi l'atome, et l'atome est aussi, dans le cadre de la diversification, une énergie. L'Algérie est convoitée par les États-Unis, convoitée par la France. Qu'en est-il des accords sur le développement des centrales nucléaires, à la fois avec les États-Unis dans le cadre des laboratoires Sister, des laboratoires sœurs, et avec la France qui est intéressée en particulier par les gisements d'uranium du Hogar? Dans le secteur nucléaire, nous sommes
chargé, donc depuis un an, un peu de gérer ce secteur. Donc nous sommes en train de développer donc une restructuration du secteur avec ce qui est important maintenant, c'est d'avoir une loi nucléaire, donc une loi sur l'utilisation pacifique, puisqu'il n'y a pas de base juridique pour le développement du nucléaire en Algérie. Donc il faudrait sortir cette loi. Nous prévoyons que l'année 2008 va voir l'adoption d'une loi nucléaire. Après cela, il faut réorganiser le secteur, donc le développement d'une agence de sûreté et de sécurité nucléaire qui va être mise en place, et bien sûr le développement de l'entité qui va faire la recherche-développement, qui va s'occuper donc des centrales nucléaires. Il n'y a pas aussi que les centrales nucléaires. L'utilisation de l'énergie nucléaire est aussi faite pour la médecine, par disons, l'agroalimentaire, la biologie, la santé, bon, l'industrie, etc., surtout les radioisotopes, etc. Nous avons 2 réacteurs de recherche en Algérie qui existent depuis plusieurs années, et nous avons l'intention d'intégrer le nucléaire comme, donc pour diversifier nos sources d'énergie. Mais il est tout à fait clair que le nucléaire ne va pas répondre à 100% à tous les besoins énergétiques de l'Algérie. D'ailleurs, il ne répond pas à tous les besoins énergétiques de la France, puisque la France utilise 80% pour ses besoins énergétiques du gaz et du pétrole. Donc les 20%, c'est un peu le nucléaire. Donc même dans la mesure où nous utilisons les nucléaires, c'est peut-être 5%, 6% de nos besoins énergétiques à long terme. Donc nous tablons aussi sur l'énergie solaire. Et nous avons la première centrale hybride dans le monde de 150 MW qui est en construction à Hasirmel, qui utilise et le gaz et l'énergie solaire avec des concentrateurs solaires. Ça veut dire qu'on peut générer de l'énergie pour l'utilisation de l'industrie, etc. Ce n'est pas le photovoltaïque qui, lui, est utilisé, par exemple, pour la maison, pour le frigidaire, etc., pour une lampe. Ça, c'est vraiment au niveau industriel. Et donc, c'est un projet qui est fait avec les Espagnols, qui ont gagné l'appel d'offres et qui est en construction. Donc, nous tablons aussi sur l'énergie solaire, sur l'énergie éolienne. Il y a beaucoup de potentiel d'énergie éolienne dans la région du sud-ouest, dans la région d'Adrar, dans la région de l'Est. Donc, il y a des projets. Donc, nous allons utiliser toutes les ressources énergétiques possibles et imaginables pour compenser les manques qui pourraient provenir dans l'avenir. Mais nous comptons aussi sur l'intégration avec nos voisins de l'Est et de l'Ouest, mais aussi avec nos voisins du Sud, puisqu'il y a un grand projet de gazoduc qui va relier l'Algérie au Nigeria et qui va permettre, bien sûr, à l'Algérie aussi d'utiliser les ressources qui proviendraient de l'Afrique, disons, dans la région, dans 20 ans, dans 30 ans, l'Algérie pourrait aussi utiliser. De plus, nous sommes donc engagés dans plusieurs permis d'exploration dans tous les pays environnants, c'est-à-dire de la Mauritanie, du Mali, du Niger, de la Libye, de l'Égypte. Nous avons déjà... Le projet TSGP, c'est ça? Le projet Transaharien Bon, il y a le TSGP, c'est le Trans-Saharien Gas Pipeline, qui lui veut relier le Nigeria à l'Algérie et qui va donc être opérationnel en 2015 avec, disons, l'apport de 20 milliards à 30 milliards de mètres cubes par an. Mais là, je parle aussi de découvrir de nouvelles réserves en dehors de l'Algérie. Donc nous avons, après-demain, nous allons signer un contrat en Mauritanie, donc c'est le premier contrat d'exploration. Nous prenons une participation avec Total en Mauritanie, dans le bassin de Taoudeni. Nous avons déjà un grand bloc à 100% Sonatrach. D'ailleurs, le président malien, hier, a passé beaucoup de temps à mentionner le fait que Sonatrach est active, elle a déjà investi au Mali dans un bloc et aussi en partenariat avec l'ENI. Nous avons plusieurs blocs au Niger sur lesquels nous travaillons déjà en exploration. Nous avons un bloc en Libye que nous avons gagné à travers l'appel d'offres et nous envisageons d'entrer en partenariat avec Total, Gaz de France et d'autres pour nous battre sur l'appel d'offres prochain qui va être lancé. Et nous avons 2 blocs en offshore profond en Égypte. Donc nous comptons aussi sur les réserves que nous pourrions découvrir plus tard dans ces pays-là pour non seulement exporter, mais aussi approvisionner l'Algérie éventuellement. Alors, Monsieur le ministre, l'Algérie, via Sonatrach, est un fournisseur majeur pour l'Europe. Vous avez depuis plusieurs années mené 2 projets à terme, qui est le projet à la fois Medgaz pour l'Espagne et le projet Galci pour l'Italie.
Alors, concernant le projet Medgaz, est-ce qu'il ne sera pas influencé par le contentieux récent que vous avez eu avec la société Repsol? Je crois qu'il n'a pas respecté en termes de temps ses engagements contractuels. Il s'agissait du projet intégré de Gas-It-Will. Bon, il y a avec les relations avec l'Espagne, tout d'abord, il faut dire que les relations avec l'Espagne sont d'excellentes relations politiques et économiques. Il venait de remporter l'appel d'offres récent. Oui, bon, et non seulement cela, ils ont remporté pratiquement toutes les unités de dessalement d'eau de mer sont remportées par les sociétés espagnoles. Ils ont remporté la centrale électrique hybride. Ils viennent de remporter une centrale avec General Electric, Iberdrola. Donc, ils sont très actifs dans notre secteur. À part notre secteur, il y a pas mal de contrats dans les chemins de fer, dans les barrages, etc., qui ont été obtenus par les Espagnols. Bon, pour le cas de notre secteur, avec les Espagnols, il y a 3 sujets qui sont à différentes étapes de résolution. Le projet Medgaz, lui, a été résolu, il n'y a aucun problème, puisque c'est un problème qui a été créé par une loi que les Espagnols avaient sortie et qui avait mis en doute un peu toute la réalisation du projet. Et qui a été, bien sûr, la décision a été rejetée par Sonatrach. Et finalement, donc, les autorités espagnoles sont revenues sur la décision d'imposer des conditions à Sonatrach dans la commercialisation du gaz ou bien dans la participation de Sonatrach comme actionnaire dans le Medgaz. Donc, ceci est réglé. Le projet va être terminé en 2009. Il sera opérationnel en 2009. Et donc, nous avons tous les contrats de gaz, d'achat, de vente de gaz. Donc, le Medgaz, c'est terminé. Il y a le projet de renégociation des prix sur les contrats entre Sonatrach et Gaz Naturel à travers le gazoduc qui passe par le Maroc. Ça, c'est en cours et il est en cours d'arbitrage puisque finalement, c'est une question que Gaz Naturel a remis, disons, en question une clause du contrat. Donc, c'est un problème d'interprétation du contrat. Donc, il a fallu aller vers l'arbitrage. Finalement, le projet de Gas-It-Will, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec les 2 autres. C'est une question de remplir les engagements de la part de Repsol et de Gaz Naturel. Ils n'ont pas rempli leurs engagements. Donc, Sonatrach a mis fin à ce contrat et elle reprend les opérations entre ses mains. Et elle est partie. Donc, c'est Sonatrach qui est parti en arbitrage international et qui a demandé des indemnisations. D'ailleurs, l'Espagne, avec l'Italie et la Chine, deviennent des pays de plus en plus importants dans le cadre des investissements en Algérie. Oui, bien sûr. Donc, l'Espagne, bon, je ne dirais pas que ce sont des pays qui investissent, ce sont des pays qui remportent des grands contrats. À part les contrats, donc, ils nous achètent du gaz, mais il n'y a pas tellement d'investissement direct de ces pays-là. Bon, ils investissent à travers les projets que nous faisons ensemble après avoir remporté les contrats. Donc, c'est en quelque sorte, on les oblige à investir à travers ces contrats. Bon, pour les Italiens, le GALSI, bon, comme vous l'avez vu, nous avons signé l'accord entre les 2 gouvernements pour lancer le projet. Donc, le projet sera terminé en 2012. Donc le GALSI, on rappelle brièvement ce que c'est. Bon, c'est une liaison entre l'Algérie et l'Italie via la Sardaigne. C'est une autre liaison entre l'Algérie et l'Italie à travers la Sardaigne. Donc c'est une connexion directe, comme d'ailleurs le Medgaz. Le Medgaz est une connexion directe entre l'Algérie et l'Espagne. Ce gazoduc va aller à Cagliari, donc de Tarf, donc à Cagliari. Et Cagliari traverse la Sardaigne, il replonge dans la mer, il passe au sud de la Corse, et il se termine donc à Piombino, en Toscane, en Italie. Donc il va battre en quelque sorte l'autre gazoduc parce qu'il arrive au bon endroit en termes de marché industriel, c'est le marché de Milan, donc qui est très très important. Et donc avec le gazoduc transsaharien, ce sont un peu les 3 grands projets structurants que nous voulons réaliser, qui nous permettront donc de nous relier avec l'Europe et de nous assurer les approvisionnements à long terme. Monsieur le ministre, Sonatrach a un savoir-faire. Vous avez contribué un petit peu à la réforme du secteur à travers tout un certain nombre de lois. Et on s'aperçoit récemment qu'il y a de plus en plus de cadres qui sont un peu recrutés par des pays étrangers. On voit dans la presse, en tout cas en Algérie, des offres d'embauche, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire pour freiner un peu cette déperdition? C'est un phénomène global. Il n'y a pas hémorragie encore, mais en tout cas un début de déperdition. Non, nous avons réagi depuis plusieurs années déjà, puisque nous avons vu venir les choses.
Et donc, c'est un phénomène global. Le problème, c'est que dans les années 90, avec la chute des prix du pétrole, pratiquement les investissements étaient tombés, les écoles de formation avaient fermé en quelque sorte dans les pays développés, ce qui fait que l'industrie n'a pas vraiment formé de spécialistes dans ce domaine pendant de longues années. Ce qui fait que maintenant nous avons une contrainte mondiale en termes de ressources humaines. C'est vraiment cela la contrainte mondiale. Donc la Sonatrach subit les mêmes aléas que n'importe quelle autre société. C'est une question d'offre et de demande. C'est un problème de concurrence pour attirer les meilleurs éléments. Et la Sonatrach donc, a mis en place tout un programme de fidélisation de ces cadres. Simplement la Sonatrach, d'ailleurs, on l'a vu pour les pilotes d'avion avec Air Algérie. Oui, on le voit dans l'informatique où beaucoup d'informaticiens algériens sont à l'étranger et construisent des chaînes entières d'informatique. Donc il y a une grande réflexion là-dessus sur les cadres, sur des rémunérations. Oui, bien sûr. Il y a d'abord une politique de rémunération. Il y a une politique aussi de formation et donc intensif au niveau de l'IAP. Donc, quand vous perdez des gens, il faut les remplacer. Donc, il faut prévoir le remplacement. Donc, il y a un grand effort qui est fait au niveau de l'IAP, au niveau de Naftogaz, de la CPE, en termes de partenariat aussi avec l'IFP, avec l'Université de Glasgow et d'autres, pour former donc, les jeunes qui arrivent. Donc, il y a cette formation. Ensuite, il y a le problème de la relève, c'est-à-dire prévoir la relève, fidéliser la relève. Et donc, il y a tout un programme qui a été mis en place d'identification de cette relève, celle qui va prendre les rênes dans 4 ans, 5 ans, de la former de telle sorte qu'elle puisse prendre cette relève. Et donc, tous ces aspects sont en train de se mettre en place. Mais bien sûr, la rémunération est un aspect qui est très, très important. Ça ne veut pas dire que nous allons nous mettre au même niveau que les salaires d'Arabie Saoudite ou qui sont donnés, mais étant donné le fait que nous assurons quand même un travail à plein temps et une sécurité dans le travail que les autres n'offrent pas, il y a quand même un niveau... La promotion et l'intéressement peut-être de tous ces gens, ces cadres compétents, peut-être aussi une forme de promotion et d'intéressement dans des postes et des... Oui, exactement. Donc il y a un travail qui est fait pour identifier d'abord ceux qui risquent disons, d'être arrachés à Sonatrach. Donc, nous les connaissons, puisque la plupart que nous connaissons étaient partis dans les différents pays. Donc, il y a un programme spécifique pour ces expertises que nous perdons, donc pour essayer d'améliorer les rémunérations, la formation, plus alors pas mal d'autres aspects qui ont trait à l'environnement, la qualité de vie en particulier, donc... tous les clubs de famille que nous sommes en train de mettre en place, les clubs de sport, la banque de Sonatrach qui se met en place actuellement, puisque c'est l'initiative de notre secteur qui a fait que la loi sur l'épargne et le crédit a été mise en place, du fait que déjà en 2000, nous avions vu que la seule manière vraiment de fidéliser nos jeunes, quand ils arrivent au travail, c'était de leur permettre d'avoir accès au crédit, qui n'était pas disponible au niveau des banques. Et donc, c'est l'idée qu'on a eue à ce moment-là, et ça nous a pris 4 ans pour faire passer la loi. La loi, maintenant, a été passée. Nous sommes en train de faire cette banque. Cette banque va prêter donc, de l'argent aux jeunes qui arrivent, auxquels on ne demandera pas s'ils ont une hypothèque ou s'ils ont déjà une maison, etc., puisque ces gens-là arrivent avec un salaire, et donc c'est seulement le salaire qui est suffisant pour garantir les prêts qu'on leur fera pour l'achat d'appartements ou l'achat de voitures et d'autres. Monsieur le ministre, vous avez récemment fait une visite officielle en France. Le président Sarkozy fait une visite de 3 jours en Algérie. Votre visite, est-ce que c'était simplement la visite d'un ministre de l'énergie ou est-ce que c'était plus ? Non, c'était la visite d'un ministre de l'Énergie à l'invitation donc de mes collègues, M. Borloo et Mme Lagarde. Nous avons donc discuté des perspectives de coopération dans le domaine énergétique. Bien sûr, vous avez des sociétés françaises qui travaillent déjà en Algérie, qui sont très actives. Et donc, on leur a expliqué comment fonctionne notre système. Notre système est un système ouvert, transparent, compétitif. Donc, il n'y a pas de problème pour n'importe quelle société de s'établir en Algérie et de fonctionner en Algérie. Donc, nous voulons la même chose pour nos sociétés en France. Et d'ailleurs,
aussi en Espagne ou dans d'autres pays européens. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est le nucléaire. Donc, nous avons discuté beaucoup du nucléaire et comment donc interpréter, aussi traduire le souhait de M. le Président Sarkozy qui dit on va aller très très loin avec vous. Alors c'est quoi? C'est un échange de bons services. Ils aident l'Algérie sur le nucléaire et l'Algérie fait un accord avec Gaz de France? Bon, nous avons déjà un accord avec Gaz de France, nous avons déjà des partenariats avec Total sur le vapocraquage, nous avons un partenariat avec Gaz de France pour la vente de GNL en commun, donc nous avons une société en commun. Donc il existe déjà ce partenariat. Donc l'idée, c'est de garantir plus de sécurité d'approvisionnement. Vous-même, vous ne voulez pas aller plus loin que ce partenariat, c'est-à-dire que Sonatrach s'investisse dans la distribution du gaz en France, par exemple? Non, pas tellement. Je ne pense pas que vraiment ça nous intéresse d'être impliqués soit dans les gazoducs en France, soit dans la distribution en France. Ce qui nous intéresse, c'est d'approvisionner la France à partir de terminaux. D'ailleurs, nous avons obtenu l'accès au terminal de Montoire, donc avec 1 milliard de mètres cubes. Donc ça nous permettra en 2011-2012 d'accéder au marché directement et d'entrer dans la concurrence. Mais ça ne nous intéresse pas tellement vraiment la distribution ou le contrôle de gazoducs. Ce n'est pas vraiment notre vision des choses. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un grand débat là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça n'a pas d'effet sur nous, puisque Sonatrach n'est pas intéressé ni par les gazoducs, ni par la distribution. Alors, Sonatrach fournit à Gaz de France 18% de ses besoins, des besoins. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la France quand même perd du terrain, puisque à la fois les importations sont passées en quasiment 2 ans, ils ont perdu grosso modo 1 milliard d'euros, et les exportations ont chuté de quasiment 1 milliard 700 000 euros. Vous-même, vous avez déploré un petit peu la timidité des investisseurs français, manque de propositions vraiment concrètes. La visite du président Sarkozy sera l'occasion de redonner un coup de fouet à ces investissements? Nous l'espérons, puisqu'il y a eu déjà, comme vous le savez, des sociétés qui ont gagné des appels d'offres. Total, Alstom, Orascom ont gagné un grand contrat de centrale électrique. Ça, je parle seulement dans notre domaine. Mais disons, en termes de capacité d'investissement, je pense que les sociétés françaises sont limitées en termes de capacité. Quand vous parlez de sociétés françaises, vous avez 2 sociétés françaises. Quand vous parlez de sociétés russes, ils en ont une dizaine. Vous parlez de sociétés chinoises, il y a une dizaine. Chacune des sociétés investit des milliards. Donc il n'y a pas suffisamment d'acteurs français dans notre domaine, ils sont très limités, mais ils ont quand même une capacité financière et ils peuvent rentrer dans des projets, ils le font, et nous souhaiterions qu'ils soient plus actifs, en particulier dans l'exploration. Parce que ce que recherchent les sociétés françaises, c'est beaucoup plus des projets qui sont un peu plus sûrs, ne veulent pas prendre trop de risques. Et c'est là où, par exemple, les sociétés françaises n'ont pas gagné autant de blocs d'exploration que les autres sociétés, que ce soit les sociétés chinoises ou les sociétés anglo-saxonnes et autres. D'accord. Donc, pas d'accord secret qui sera officialisé lors de la visite d'État? Non, tout sera transparent. Mais j'espère nous sommes en train de discuter donc, de tous ces accords-là. Et j'espère que tout cela va être vu à la télé d'une manière transparente par tout le monde. Alors, pour revenir un petit peu au prix du baril, il y a une demande croissante d'approvisionnement de l'Occident. L'Occident, les sociétés occidentales, l'Europe, les États-Unis souhaitent un peu de sécurité, beaucoup de conflits en Irak, en Iran, les problèmes en Russie, entre la Géorgie et l'Ukraine. Donc une Europe qui va aussi tripler sa demande d'ici 2009. Vous, pour l'Algérie, vous avez une volonté, une ambition d'essayer de rester un partenaire fiable pour l'approvisionnement?